Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Au sommaire de l'actualité de ce jour, les Burkinabés sont invités le 27 avril prochain au port obligatoire de masques. Une décision prise hier en Conseil des ministres pour réduire les risques de contagion au coronavirus. Qu'en pensent les citoyens burkinabés? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis la classe politique nationale réunie autour du président du Faso pour trouver des solutions aux crises sanitaires et sécuritaires que connaissent le pays. Une rencontre voulue par Roch Kaboré afin de créer une synergie d'action pour remédier à ces crises. Les détails dans ce journal. Enfin, l'Union africaine prévoit distribuer dans les jours prochains 1 million de tests pour dépister le Covid-19, une initiative qui vise à soutenir ces pays membres dans le processus de dépistage de ces malades et à renforcer la lutte contre la pandémie du coronavirus. Des détails en cours d'édition. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. 14 personnes ayant fui les violences perpétrées par Boko Haram dans une localité du nord-est du Nigeria ont péri jeudi dernier suite à un incendie dans leur camp. Des réfugiés évoquent la piste criminelle tandis que le gouvernement promet une enquête. Selon des sources sécuritaires, le drame s'est produit dans la matinée au camp des déplacés de la ville de Gambourou, à l'extrême nord-est du Nigeria. Le bilan fait état de 14 corps carbonisés, de 15 blessés graves. Plus de 200 abris précaires ont été détruits par les flammes, laissant ainsi 1200 personnes sans toit. Selon les autorités nigérianes, une enquête serait en cours pour élucider les circonstances de l'incendie de manière à éviter des drames similaires aux jours à venir. Mais en attendant les résultats de l'enquête, des réfugiés ont évoqué une piste criminelle, d'autant plus qu'ils ont déclaré avoir arrêté un homme avec un briquet dans sa poche, selon un membre de la milice qui épaule le gouvernement dans son combat contre Boko Haram. Les incendies sont fréquents dans les dizaines de camps de la région, souvent provoqués par les braises des feux utilisés pour la cuisine. Mardi dernier, un incendie similaire avait détruit 700 abris dans le camp de la ville de Mafa, situé à 175 km de la capitale régionale de l'état de Borno, Maïdougouri. Je vous le disais en titre, l'Union africaine prévoit distribuer à partir de la semaine prochaine 1 million de tests pour dépister le Covid-19. Cette distribution de kits de tests s'inscrit dans un nouveau programme baptisé le Partenariat pour accélérer les tests de Covid-19. Le programme vise également à augmenter le nombre de travailleurs de santé impliqués dans la recherche des contacts des cas positifs au coronavirus à l'échelle communautaire. Le pacte entend aussi dresser un état des lieux précis des équipements médicaux sur le continent. À Kosiam, le président du Faso a reçu la classe politique, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Une concertation voulue par le chef de l'État, alors que le pays fait face à la pandémie du coronavirus, mais aussi à l'insécurité. Deux crises majeures qui plombent la vie socio-économique et qui font planer de grandes incertitudes sur le processus électoral. Que se sont-ils dit et sur quoi se sont-ils engagés? Élément de réponse dans ce compte rendu signé Drissa Traoré. Une grande table ronde des leaders de la majorité de l'opposition réunis autour du chef de l'État. Et à l'ordre du jour, 3 grandes questions. La pandémie du Covid-19 qui plombe la vie socio-économique, l'insécurité et le processus électoral qui risque d'être compromis dans ce contexte si difficile. Des questions graves qui commandent que la nation se rassemble autour de l'essentiel, au-delà de toute divergence politique et idéologique. À la sortie de ce conclave, les leaders de la majorité comme de l'opposition affichent une parfaite adhésion, une certaine harmonie très attendue dans ce contexte de crise. Et nous savons que le gouvernement, que lui-même, attend beaucoup de nos contributions. Et un rendez-vous a été donné mardi prochain pour revenir sur un certain nombre de points de cette situation nationale et notamment la manière dont nous allons pouvoir évoluer dans les semaines et mois qui suivent pour bien mutualiser nos moyens, nos intelligences, pour que la lutte qui se mène à l'heure actuelle puisse nous amener à une victoire. Et donc, nous ne pouvons qu'être fiers et nous dire qu'il nous revient, à nous, animateurs de la vie politique, de savoir que nos contributions sont attendues et que nous devions également conjuguer nos efforts à ce niveau-là pour apporter notre contribution substantielle
par rapport à la résolution des questions de l'heure. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous souviendrez que la CENI est à pied d'œuvre là depuis un certain nombre de temps. Bon, elle a saisi l'occasion pour nous faire un peu le point de là où elle est arrivée et éventuellement des diligences qui restent à accomplir donc pour que on puisse en arriver là où nous devons arriver sur le plan électoral. Et ça a été donc l'occasion de nous instruire au niveau des deux composantes et de faire un peu des observations donc relatives donc à cette question-là. Voilà donc les deux sujets principaux qui nous ont occupés aujourd'hui. Il y a un troisième sujet qui a été aussi rapidement évoqué, mais qui va être approfondi encore, c'est la question sécuritaire. Notre pays aussi est confronté à ce niveau à des difficultés et il n'était pas possible de se voir aujourd'hui pour parler de la vie des nations sans évoquer cela. C'est vraiment une réunion qui était opportune parce que nous savons que les Burkinabés l'attendaient et les deux composantes aussi l'attendaient. Et avec le président du Faso, ça nous a permis de faire un premier tour d'horizon très intéressant de ces questions-là. Une première journée de prise de contact, surtout d'écoute sur les vies attentes de chaque partie. Les échanges vont se poursuivre ce week-end à chaque camp. Mardi, les différentes parties reviendront autour de la table ronde pour des échanges plus approfondis. Sans doute permettront-ils de dégager un consensus national pour faire face aux défis de la crise sanitaire. Et puis cette information avant de poursuivre ce journal, à compter du lundi 20 avril 2020, les horaires du couvre-feu instaurés sont dorénavant fixés de 21h à 4h du matin. Toutefois, ce réaménagement ne concerne pas le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans les localités sous état d'urgence. Décret signé Rochma Christian Kaboré, président du Faso. Dès le 27 avril prochain, le port des masques de protection serait obligatoire au Burkina Faso. Une décision prise hier en Conseil des ministres dont l'objectif est de freiner la propagation du coronavirus. Comment les Burkinabés ont accueilli cette nouvelle qui n'est pas une première en Afrique? Quelles sont leurs attentes? La réponse dans cet élément de Benjamin Kwame et Constantin Sieda. Depuis l'avènement des couvre-feux nocturnes ou la fermeture de lieux publics pour lutter contre le Covid-19, une autre mesure et non des moindres est prise presque dans tous les pays où il y a la présence du coronavirus. La Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun et maintenant le Burkina Faso qui annonce que le port du masque et des cache-nez est devenu obligatoire dans l'espace public afin de limiter la propagation du coronavirus. À Ouagadougou, voici comment la nouvelle est accueillie. Je pense que c'est une belle initiative, dans ce sens que la majorité des gens en tout cas avaient commencé à porter les masques, donc c'est salutaire. En tout cas c'est bien, mais si c'est le gouvernement qui va donner les casse-nez aux gens, il n'y a pas de problème. Nous on est là, on les attend. Sinon pour aller payer casse-nez 200 ou bien 500 pour mettre, nous on ne peut pas. Bon. S'ils amènent, nous on va porter. S'ils n'amènent pas aussi, tant pis pour eux. Parce qu'eux reçoivent des financements partout, ça sort ici, de gauche à droite ça vient. On ne sait pas ce qu'eux font avec l'argent là, nous on ne comprend rien. Donc, s'ils amènent les casse-nez, nous on va porter. C'est une bonne nouvelle. Bon, on le remercie pour tout. Voilà, merci pour ce qu'il fait pour le pays. Vraiment, que Dieu vraiment veille sur lui et que Dieu veille sur le Burkina Faso. Ce que je peux dire, c'est que c'est très important de porter le masque. Chacun n'a qu'à porter le masque, c'est très important pour la santé. La bonne arrivée, parce que porter casque même, on ne devrait pas nous forcer à faire ça. Ça devrait être volontaire. Il y a des gens qui sont têtus. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas porter. Toujours avec cette mesure, le gouvernement tchadien décrétait en début de semaine le port obligatoire du masque sur son territoire, mais il est revenu sur sa décision le lendemain à cause du manque d'offres sur le marché. Au Burkina Faso, le gouvernement rassure que les instructions sont données pour disponibiliser ces cache-nez et masques. Sur cette assurance, certains croient en la bonne foi du gouvernement. Bah oui, je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils ont reçu assez de dons. Donc je pense qu'ils doivent pouvoir en tout cas distribuer les masques. S'ils veulent vraiment que les gens portent les masques, ils doivent distribuer. Sinon c'est un non-événement pour certaines personnes en tout cas. D'autres même qui veulent casse-nez là pour porter, mais 200 francs même, tu ne travailles pas, tu es à la maison, tu vas faire quoi pour avoir 200 ou bien 500 pour payer casse-nez pour porter? C'est difficile. Alors là, en tout cas, c'est compliqué. Parce que c'est une situation vraiment qui est criable. Là, ils pensent qu'ils vont prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir satisfaire la population. Ils ont intérêt à le faire. Voilà, c'est pour le bonheur de tout le monde. Mais ces masques, même s'ils sont disponibles, pourront-ils être respectés pour son usage? Ou doit-on verbaliser les contrevenants comme l'a fait le Bénin avec 6 000 francs CFA comme contravention? Ça va être difficile.
ça va être difficile dans le sens que beaucoup de gens sont dans des zones reculées. Comment est-ce qu'ils seront contrôlés? Si vous demandez à la servante qui quitte la maison, pour la boutique de porter un cache-nez, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Est-ce qu'ils seront tout le temps là pour surveiller ou bien c'est seulement les fonctionnaires, ceux qui sont en ville? Je pense qu'ils vont seulement se concentrer sur ceux qui sont dans des zones vraiment à haut risque. Le reste là, je ne pense pas que ça va pouvoir être respecté. Oui, ils peuvent. Il y a la possibilité. S'ils rentrent dans les quartiers, dans les quartiers seulement pour sensibiliser les gens vont porter. Non, on ne peut pas obliger quelqu'un à porter le casque, le casse-nez. Parce que si le gouvernement donne le casse-nez seulement, nous on va porter. Mais s'il ne donne pas, nous on n'a pas l'argent pour payer les casse-nez. La loi est là. Il faut servir seulement. C'est tout. On les fait payer. Même si les notices sont, je pense qu'ils vont peut-être se ranger. Voilà. Comme on dit souvent, le noir ne veut jamais les choses facilement. Il faut toujours agir, bon, je ne peux pas dire militairement, entre griffes, quoi. Voilà, pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Et sachez que l'Académie de médecine en France a récemment validé l'usage des masques alternatifs, ceux en tissu accessibles à tout un chacun, lavables au savon pour empêcher le virus d'avoir accès à la bouche ou au nez. Au Cameroun, depuis que le port du masque est devenu obligatoire, quelques ateliers de couture se sont reconvertis en unités de fabrication. À l'aide de tissus, de popeline ou de pagne tissé, bon nombre de couturiers locaux laissent place à leur créativité pour concevoir divers cache-nez ou masques de protection. Ces masques lavables et réutilisables sont distribués par des vendeurs ambulants qui sillonnent les rues et les marchés du Cameroun. Une décision qui pourrait redynamiser l'industrie du textile camerounais et contribuer du même coup à réduire les risques de contagion au Cameroun. Le Cameroun qui est le deuxième pays le plus touché d'Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud par la pandémie du Covid-19. Le coronavirus n'est pas sans conséquences pour le secteur informel. Depuis l'application de la mesure interdisant le transport urbain et interurbain à titre onéreux des passagers sur toute l'étendue du territoire national, des marchands aux abords des postes de péage paient le lourd tribut de cette loi qui représente un obstacle à leur gagne-pain quotidien. À bout de souffle, ces marchands qui arrivent difficilement à subvenir aux besoins de leur famille du fait de cette mesure appellent au secours. Ahmed Nanema, Constantin Sieda, reportage. Nous sommes au péage situé à proximité de Koubri, sur la voie menant dans la localité de Pau. Ici, les marchands souffrent de la mesure interdisant le transport urbain et interurbain à titre onéreux des passagers. Une mesure prise par le gouvernement burkinabé afin de briser la chaîne de contagion du coronavirus. Ces derniers crient à l'aide. Je dis à cause du coronavirus là, il n'y a plus de marché, les véhicules passent mais ils n'achètent pas. La route là est vide. Toujours si on vient, on ne peut plus vendre comme avant là. Il n'y a plus de marché. Vraiment, il faut que vous nous aidez. On n'a plus de loyer de maison. Il n'y a pas l'argent pour payer. Donc, il n'y a pas manger. Les rues de choses là sont augmentées. On n'a plus le soir. Il faut qu'on nous aide. Ce n'est pas ce vendeur de brochettes qui dira le contraire. Lui qui n'arrive plus à vendre de jour comme de nuit à cause du couvre-feu. Pendant que les gens pouvaient se déplacer, ça ne marchait pas. À plus forte raison en cette période où le transport en commun est interdit. Quand nous sortons au cours de la journée, ce que Dieu nous donne, c'est ce qui nous revient seulement. Nous vendons la nuit comme le jour. Et c'est pendant la nuit qu'il y a le couvre-feu. Mais nous sommes sortis ce matin pour voir, si Dieu nous aide, qu'on a eu 500 ou 1000 francs, nous allons retourner à la maison avec ce gain pour nourrir la famille. Quant à cette commerçante de fruits, la situation est grave. Il n'y a plus le marché, il n'y a pas le marché. La route ne passe pas bien, les usagers ne passent pas bien, donc les dîners aussi ne passent pas. C'est les bennes, les démoraux, c'est un, deux, les personnes, donc ils ne servent pas. Nous sommes beaucoup, ça ne marche plus. Les pommes, les bananes sont pourries, du pain, c'est sec. Il n'y a pas le marché, tous les sauts ne payent plus. Donc c'est grave, on est là, c'est souffré. Pendant ce temps,
Les marchands se font rares du côté du péage situé sur la route de Bobo-Dioulasso. Certains comme ces messieurs s'adonnent aux activités ludiques pour passer le temps, vu que les clients n'apparaissent plus. Avant, là, nous, on vend les pâtes avec dans les cars. Là, mais depuis que le car est arrêté, il n'y a pas marché. Depuis là, il n'y a pas mangé même à la maison. Découragée de la situation, cette dame demande aux autorités d'agir au plus vite afin de leur permettre de pouvoir répondre aux besoins de leur famille. Ça ne marche plus. Ce que nous voulons, la façon dont le chef de l'État voit les gens souffrir là, nous le prions, s'il dormait, de se réveiller. Si les gens restent à la maison comme ça, que vont-ils manger? Si tu dois sortir te débrouiller afin de prendre soin de ta famille, si tu restes à la maison, que vont-ils manger? Nous-mêmes qui sommes sortis nous asseoir ici là, nous faisons pitié parce que les gens ne sortent plus. Si tu avais un travail à Bobo et tu te retrouves ici, tu ne peux plus t'y rendre car il n'y a plus de transport en commun. Nous ne savons plus ce que nous allons faire. Ce n'est pas le coronavirus qui va nous tuer, c'est la détresse qui va nous tuer. L'interdiction du transport urbain et interurbain des passagers a un impact sur les recettes des péages qui sont en baisse. Selon l'agent de péage, l'absence d'un grand nombre de commerçants se justifie par la mise en quarantaine des villes. Bon, présentement, il n'y a plus beaucoup de marchands comme ça. Ils ont laissé, à cause de la quarantaine, là, la plupart ne peuvent plus accéder au péage encore. Donc, ils ont abandonné le point. Les recettes aussi, bon, de notre côté aussi, ça a baissé aussi. Certes, les mesures drastiques prises par le gouvernement interviennent dans le cadre de préserver la santé des populations. Cependant, celles relatives au transport en commun constituent une grande difficulté pour ceux qui y tirent leur pitance. Le Cercle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid-19 suggère une anticipation sur les vacances scolaires afin de réduire les risques de contagion dans le milieu académique. Il a par ailleurs suggéré des mesures d'accompagnement entrant dans le cadre de la mise en place de la décision du port obligatoire du masque sur l'étendue du territoire national. C'était au cours d'un point de presse ce matin même en présence de Judith Timadi et de Bachirou Sawadogo. En cette période de crise sanitaire, l'une des questions qui pose débat est sans nul doute la problématique de la reprise des activités académiques. Sur le sujet, le Cercle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid-19 suggère l'anticipation des vacances scolaires. La vie de nos enfants est vraiment trop précieuse pour nous pour les exposer à la maladie, ne sachant pas vraiment comment cette maladie va évoluer dans les prochaines semaines. Et que nous avons vu dans les autres pays que la moindre erreur peut se payer très cher et cash. Nous proposons d'anticiper les vacances scolaires, à l'instar d'autres pays qui l'ont fait, d'observer le phénomène de la reprise des activités sociales et d'en évaluer les effets avant de lancer une quelconque reprise des activités académiques, de privilégier la réouverture des écoles dans une période post-Covid, évidemment, de réaménager le programme pour y tirer l'essentiel à enseigner et réaménager en conséquence le calendrier scolaire. Hier, l'exécutif burkinabé a annoncé le port obligatoire de masques à compter du 27 avril prochain. Pour que cette mesure soit effective, le gouvernement doit prendre en compte un certain nombre d'aspects. Nous pensons que cette mesure doit être accompagnée pour être efficace. Et en cela, nous proposons de compléter la nécessité d'avoir des masques à un prix homologué, officiel et à faible coût. D'instaurer des normes de qualité du masque afin d'empêcher la fabrication anarchique et non conforme des masques. Le Cercle plaide également pour une meilleure communication communautaire. Il interpelle par ailleurs le gouvernement de Roch-Kabouri à faire davantage usage des réseaux sociaux pour toucher encore plus le public des milieux urbains.
En Tunisie, 2 hommes ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur un projet terroriste visant à contaminer volontairement des agents des forces de sécurité au nouveau coronavirus en leur toussant dessus. Les 2 hommes ont été arrêtés lundi dernier à Kébili, dans le sud tunisien, a indiqué le porte-parole de la garde nationale tunisienne. Le premier est un membre présumé d'un réseau djihadiste soupçonné d'avoir usé de son autorité morale sur des partisans présentant les symptômes de la maladie du Covid-19. Le second suspect, quant à lui, était sous surveillance policière au moment de son arrestation et devait se présenter régulièrement dans les locaux des forces de sécurité. Le porte-parole de la garde nationale a par ailleurs précisé que les suspects n'avaient pas pu entrer dans les locaux ni approcher des agents en raison des mesures de précaution prises face à la pandémie. Des tests sont en cours pour voir s'ils sont porteurs du virus. Le parquet antiterroriste les ont placés en quarantaine obligatoire sous surveillance policière jusqu'au résultat des tests, a ajouté le ministère de l'Intérieur, sans indiquer l'endroit de son isolement. Des centaines de cas de nouveau coronavirus, dont 25 décès, ont été officiellement déclarés en Tunisie, où un confinement général est en vigueur jusqu'au 19 avril prochain. Alors que la barre des 100 000 morts dues au Covid-19 a été franchie dans le monde, certains pays d'Afrique de l'Est s'apprêtent à être également frappés par un autre fléau. Il s'agit de la deuxième vague des criquets pèlerins qui risque d'entraîner la famine dans ces régions. L'Éthiopie, le Kenya et la Somalie sont les plus exposés à cette invasion des SEM. Et en cours, le risque de souffrir d'une insécurité alimentaire aiguë, a fait savoir l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Malgré les contraintes liées au coronavirus, la FAO continue de travailler avec les gouvernements, les agriculteurs et les producteurs sur place en vue de contenir la nouvelle invasion des criquets pèlerins. L'agence onusienne assure que les personnes impliquées dans la lutte contre la recrudescence des insectes poursuivent leur action considérée comme priorité nationale. Des opérations aériennes et terrestres de pulvérisation sont menées dans 10 pays affectés, mais il y a un retard dans la fourniture de pesticides en raison de la diminution des frets aériens. La FAO préconise le renforcement de la lutte pour éviter la prolifération de ces acridiens dont le nombre pourrait être multiplié par 20 pendant la saison des pluies à venir. Tofenle, talentueux artiste, a cassé définitivement son micro ce vendredi. Nous avons appris le décès de cet artiste ce jour même. C'est un musicien qui a fait briller les nuits ouagalaises de mille feux dans les années 1970. Il avait fait de l'afro-soul sa marque de fabrique, un mélange de rythme anglo-saxon et de sonorité et rythme de son ethnie Nko. Au sommet de sa gloire, on le comparait à Otis Redding. Malheureusement, ce talent n'a pas connu le succès international qu'il méritait. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur le parcours du génie à qui nous rendons ce soir un vibrant hommage. Voilà, c'est sur cette triste nouvelle que nous reformons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.